Salut et bienvenue à tous dans ce podcast épisode numéro 1. Je n'ai pas encore trouvé de nom pour ce podcast, mais on va parler des 3 livres qui ont changé ma vie. Alors, on a l'impression que c'est un peu une promesse, un peu comme on voit passer un peu partout sur les réseaux, gagne 10 000 euros par mois en faisant 4 minutes d'activité tous les jours. Euh, Ici, c'est pas le cas. C'est vraiment 3 livres qui ont complètement changé ma perception du monde et donc ma vie. Donc voilà, c'est pas du tout un titre racoleur. Et donc, dans cet épisode, on va parler d'un livre sur l'argent, d'un livre sur les relations humaines et d'un livre sur le fonctionnement du monde. Et j'ai mes petites notes sur le côté. Donc, si jamais tu m'écoutes simplement sur, je ne sais pas encore sur quelle plateforme je vais mettre en ligne ce podcast, probablement au moins Spotify, eh bien tu ne me verras pas. Mais si jamais, tu peux également retrouver ce podcast sur YouTube. Je ne sais pas encore sur quelle chaîne ça va apparaître, mais voilà, sache en tout cas que tu peux me voir, si jamais ça t'intéresse. Si jamais tu veux qu'on rentre un peu plus dans les détails d'un de ces livres ou d'un de ces sujets, argent, relation aux autres, fonctionnement du monde, peu importe, ou dans un de ces livres en particulier, bah surtout n'hésite pas à me le dire. Probablement le mieux c'est que tu me le dises en commentaire sur YouTube. Mais voilà, je peux te faire un épisode complet sur un de ces livres ou un épisode complet sur une de ces thématiques. Voilà, n'hésite pas à me le dire. Et dernière chose avant qu'on commence, si jamais tu as une idée de nom pour ce podcast, eh bien, tu peux également me le dire en commentaire. Je suis en train d'y réfléchir. Donc voilà, je devrais finir par trouver une idée, mais si jamais tu as envie de participer à ce processus créatif, eh bien, je t'y encourage. Alors, les livres que je vais présenter ici, donc les 3 livres qui ont le plus, qui ont changé ma vie, donc les 3 livres, si je devais en recommander 3 avant de crever, ce seraient ces 3-là. Je les ai classés par ordre chronologique. Donc, c'est pas du tout le premier, c'est pas du tout le plus important ou le moins important. Ok, c'est simplement dans quel ordre je les ai lus dans ma vie. Et donc, on va commencer tout de suite avec le livre numéro 1. Et ce livre s'appelle Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Alors, je vais te redonner un petit peu de contexte. C'est un livre que j'ai lu il y a, je crois, 11 ou 12 ans. Donc, on devait être en 2013, quelque chose comme ça. Je crois que c'était en 2013. Et à cette époque-là, je lisais... Alors, j'ai lu beaucoup de livres quand j'étais plus petit. Je lisais des romans et je lisais des bandes dessinées, donc principalement des œuvres de fiction et aussi quelques mangas, bien évidemment, surtout Dragon Ball. Et ensuite, pendant une grande partie de ma vie, j'ai un peu arrêté de lire. Voilà, tu sais, l'adolescence, l'école, les filles, un peu de sport aussi, etc. Voilà, fait que je me suis... Beaucoup de jeux vidéo aussi. Fait que je me suis pas mal éloigné de la lecture. Et donc j'y suis retourné donc avec ce livre-là, Tout le monde mérite d'être riche, parce que j'ai rencontré un gars. Ce gars, il s'appelle Yannick. J'en ai rarement parlé, j'en ai déjà parlé, mais c'est très rare que je parle de toi. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Yannick. Et il faut absolument que je te donne un peu de contexte pour que tu comprennes bien ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Yannick, en fait, si tu veux, c'est un gars que j'ai rencontré dans des circonstances assez dingues. C'est qu'à l'époque, il existait l'ancêtre de Twitch. Donc Twitch, si jamais tu connais pas, c'est une plateforme un peu comme YouTube, sauf que c'est vraiment spécialisé dans le live, donc dans le direct. À l'époque, Twitch n'existait pas, et donc un des ancêtres de Twitch, c'était une plateforme qui s'appelait eLive. Et moi, j'étais beaucoup sur eLive, et sur eLive, il y avait plein de gens qui jouaient aux jeux vidéo ou qui commentaient des jeux vidéo. Et moi, à cette époque-là, je jouais beaucoup à un jeu qui s'appelait Street Fighter 4. Et donc, je regardais des directs, des lives de Street Fighter 4 sur eLive, l'ancêtre de Twitch. Et dans le chat, on n'était pas énormément, on était une trentaine ou une cinquantaine maximum, ce qui était énorme pour l'époque. Hein. Maintenant, il y a des streams sur Twitch qui font des milliers, voire des dizaines de milliers de viewers, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et donc, dans le chat, quelqu'un dit « Moi, j'organise un tournoi de Street Fighter 4, est-ce que quelqu'un veut venir ?» Et donc moi, j'étais chaud pour jouer à Street Fighter 4, hein, c'était mon jeu préféré à l'époque. Et donc j'ai répondu, moi je suis chaud pour jouer, pour venir à ton tournoi, mais c'est où? Et le gars, il me donne la ville, et c'était juste à côté de chez moi. Et alors, je précise juste que j'habite absolument pas en Île-de-France, donc la probabilité était quand même ultra... Enfin, c'était vraiment très très chaud, quoi. Bref, et du coup, on s'est ajouté en amis. Je sais pas si j'étais déjà sur Facebook, donc on s'est ajouté en amis. Et puis on a commencé à s'écrire et puis à devenir un peu potes.
Et donc ensuite, j'ai été faire le tournoi. J'ai fini troisième à ce tournoi. Je sais plus ce que j'ai gagné d'ailleurs. Bref. Et donc on est resté potes avec ce gars-là et on a fait d'autres tournois en France ensuite. Notamment un tournoi qui s'appelle le Stunfest à Rennes, qui est quand même un gros tournoi d'un niveau international. Alors là, moi clairement, j'avais pas le niveau de me classer très haut, mais voilà, on pouvait croiser des grosses pointures en France et en Europe. On voyait aussi quelques-uns de nos joueurs préférés du Japon, etc. Bref, pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Tu vas vite comprendre, j'y arrive. Et donc, le dimanche, il y a la finale, une des grosses finales qu'on doit aller voir sur la scène. Et donc, moi, je suis là, il n'y avait pas des chaises, il y avait des transats, c'était vachement cool. J'étais allongé dans un transat à côté de Yannick. Donc, Yannick que j'avais rencontré sur Internet. Et en fait, ça faisait plusieurs années qu'on était amis, mais on n'avait jamais vraiment pris le temps de discuter. Et là, il discute et il me dit: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Et je lui dis: «Bah voilà, moi, j'ai un métier, je suis salarié. Voilà. À l'époque, j'étais ingénieur en informatique. Donc, je lui dis que je suis ingénieur en informatique. À cette époque, je devais avoir 23 ans. Un truc dans les eaux là. Et je lui dis: et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et il me répond: euh, je suis investisseur en immobilier. Donc là, moi, je tombe un peu de ma chaise, ou plutôt de mon transat. Et en fait, c'était la première fois que quelqu'un répondait à cette question en ne disant pas: je suis euh, artisan ou salarié dans un bureau, voilà. Quelqu'un qui était investisseur en immobilier. Et le gars avait 28 ans. Hein. Et donc moi là, tout de suite extrêmement curieux, je commence à lui poser plein de questions. En quoi ça consiste? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Bref, vraiment, je me passionne pour le sujet. Et en fait, il sent le feu sacré à monter en moi. Et donc il me dit tout simplement: écoute, je pense que tu devrais lire ce livre-là. Et donc ce livre, c'était Tout le monde mérite d'être riche, le livre dont je suis en train de te parler là. Alors je ne l'ai pas en version physique, je l'ai en version numérique, puisqu'à l'époque, le livre, alors je sais, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui tu trouves le livre gratuitement, de manière totalement légale. Hein. Je crois même sur Amazon, tu peux le télécharger gratuitement. Parce qu'il a eu plusieurs éditions, et donc en fait je crois que à chaque fois la dernière édition mise à jour, donc la plus récente, elle est payante, mais les versions d'avant sont gratuites. Donc moi j'ai tout simplement pris une version un petit peu avant, et donc j'ai lu ce livre. Et voilà, ça c'était pour le contexte. Tu vas voir, on va reparler de Yannick un petit peu plus loin. Et donc qu'est-ce que j'ai retenu de ce livre? Pourquoi est-ce que je te le conseille si jamais tu ne l'as pas lu? Alors, je peux te partager quelques trucs que j'ai envie de te partager et qui m'ont un peu mis une claque dans la gueule. Notamment, je peux te lire quelques passages que j'ai juste ici. Alors, à un moment, il fait la comparaison. Donc, Olivier Seban, l'auteur, il fait la comparaison. Il dépeint la situation de trois familles différentes. Peut-être que tu vas te reconnaître, ou peut-être que tu vas reconnaître des proches à toi. Mais voilà, je vais te lire factuellement ce qui est écrit dans le livre. Donc d'abord, il dépeint la famille qu'il appelle la famille Claquetou. Vincent et Catherine Claquetou ont deux enfants. Tous les deux travaillent et gagnent au total 4 000 € par mois, au détail près que Catherine travaille en intérim. Ils ont chacun une voiture neuve, achetée à crédit, et viennent d'acquérir une nouvelle maison. Ils remboursent donc chaque mois les crédits de la maison et des deux voitures. Au total, la somme de toutes leurs dépenses obligatoires, en incluant les dépenses du quotidien, sont légèrement supérieures à leur rentrée d'argent, soit 4 200 € par mois. Les claquetous sont donc quelquefois obligés de se refinancer juste pour payer le léger déficit qu'ils créent chaque mois. De ce fait, ils ne peuvent ni épargner, ni commencer à s'enrichir, puisqu'ils sont incapables de dégager le moindre excédent. Le plus grave de tout, si Catherine, qui bosse en intérim, je te le rappelle, ne travaille pas pendant quelques semaines, les comptes du ménage accentueront leur déséquilibre et la famille Claquetou se retrouvera en grave difficulté. Voilà, donc ça c'est les Claquetou. Ensuite, à côté, on a des gens qui gagnent beaucoup mieux leur vie, on a les Matuvu. Pour la famille Matuvu, la situation est très différente. Nadine et Pierre ont également deux enfants. Pierre est avocat et sa femme travaille comme décoratrice d'intérieur. Ils gagnent au total 120 000 € par an. Donc 120 000 € par an, ça fait 10 000 € par mois, donc potentiellement 5 000 € par mois chacun. Ayant un fort pouvoir d'endettement, ils ont acheté à crédit une grande maison, ainsi qu'une résidence secondaire dans le sud de la France qui n'utilise que 5 semaines par an. Pour meubler ces deux maisons, ils ont également contracté différents crédits à la consommation, sans regarder à la dépense, évidemment.
Bien que les enfants ne soient pas majeurs, ils possèdent 3 grosses voitures, neuves, toujours acquises à crédit, dont la valeur totale atteint pratiquement celle de la résidence secondaire. Ils sont membres du club de sport le plus chic de la région. Les enfants sont dans la meilleure école privée et une employée à plein temps s'occupe de la maison, des enfants, des repas, etc. Au final, ils ont autant de crédits pour leur train de vie que pour leur résidence principale. Pour montrer leur réussite et inviter leurs clients et amis, ils se sentent obligés d'organiser régulièrement des soirées avec petit four et champagne. Étant donné que Nadine est censée mettre en valeur son bon goût et son talent de décoratrice, puisqu'elle est décoratrice d'intérieur, elle se doit d'être toujours au courant de la mode et des tendances, ce qui ne manque pas d'occasionner des frais de représentation conséquents et récurrents. Plus ils avancent, plus ils s'enferment dans un schéma de représentation qui devient nécessaire à leurs affaires, car à la moindre défaillance, ils seront considérés comme des pestiférés par la bourgeoisie locale. Nadine et Pierre ont un budget de dépenses très variable et arrivent, quelquefois, à mettre de côté 1 000 euros par mois. Cependant, comme ils ne se refusent rien, ils puisent régulièrement dans cette réserve, réduisant ainsi à néant le peu d'épargne constitué. Nous avons tous des obligations économiques, mais celles des Matuvus sont très élevées. Ils savent qu'à terme, ils ne pourront pas tenir ce rythme, tout simplement parce que les enfants grandissent et que leurs besoins sont toujours croissants. Bien qu'ils en aient discuté plusieurs fois, ils n'arrivent pas vraiment à faire de concessions sur leur train de vie, étant donné que tous deux ont des revenus variables en fonction de leur activité. Il suffit qu'ils subissent 3 ou 4 mois difficiles et ils auront du mal à payer les petits fours. Voilà, donc ça c'est les m'as-tu vu. Je rigole un petit peu parce que moi quand je lis ça, je vois tout à fait des amis à moi qui gagnent même mieux que ça et qui malgré tout sont dans une situation qui est tout à fait similaire. Comme quoi, avant de passer à la troisième famille, comme quoi je sais que quand on gagne sa vie, peu importe l'argent qu'on gagne, on a toujours l'impression qu'on va solutionner nos problèmes en augmentant nos dépenses, alors qu'on pense rarement à réduire nos nécessités. Bref, on y reviendra un petit peu après. Et la dernière famille, c'est les Chuis-Parish. Donc on a Muriel et Roger Chuis-Parish. Et ils ont 3 enfants et ils vivent dans une maison à quelques kilomètres de la capitale. Roger travaille dans une imprimerie et Muriel est employée municipale. Elle gère le budget et suit les finances du ménage semaine après semaine. Chacun d'eux gagne 1 250 euros par mois, soit 30 000 euros par an. Donc ils gagnent beaucoup moins que le couple d'avant et moins que le couple encore d'avant. Ils payent 1 000 euros d'impôts compensés par 1 000 euros d'allocations diverses. Ils possèdent une voiture achetée d'occasion et la seule charge qu'ils ont à supporter, c'est le crédit de leur maison, acquise il y a 10 ans et qu'ils auront fini de payer dans 5 ans. Même s'ils ont la possibilité de s'endetter un peu plus, ils font tout pour payer au comptant et ne contractent jamais de crédit superflu. Pas de crédit à la consommation. Ainsi, aucun intérêt inutile ne vient gréver leur budget. Ils sont mariés depuis 20 ans et ils ont toujours économisé 15% de ce qu'ils gagnent, soit 4 500 euros par an. Bon, ça peut sembler pas énorme, 4 500 euros par an, mais c'est toujours beaucoup plus que ce qu'on a vu avant. Ils sont aujourd'hui à la tête d'un capital de 156 237 euros qu'ils continuent d'alimenter et de faire fructifier à un taux de 5% par an. Et aujourd'hui, 5% par an, juste en investissant en bourse, t'es globalement, même sur un ETF, le truc le plus bidon, t'es globalement autour de 8%. Donc même 5%, c'est quand même assez prudent. Même si l'un des deux devait avoir des difficultés avec son travail, la famille Chuis-Parish n'aurait aucun problème. Bon, et là, il cite, parce qu'en fait, dans le livre, il a un dialogue avec quelqu'un qui est en train de découvrir un peu le fonctionnement de l'argent. Et donc cette personne lui dit « Je crois comprendre où vous voulez en venir. Qu'importe l'argent que nous gagnons, nous avons toujours tendance à dépenser autant que nos rentrées. Au final, nos nécessités égalent toujours nos revenus. C'est une autre façon d'illustrer l'expression « joindre les deux bouts ». Voilà, donc ce que je voulais te partager, c'est que moi, quand j'ai lu ça, ça a cliqué, ça a cliqué fort dans ma tête. Parce que je me disais, à l'époque où j'étais salarié, moi aussi, je dépensais absolument tout ce que je gagnais, tout simplement parce que c'est le modèle standard. C'est le modèle que m'ont inculqué de manière consciente ou inconsciente mes parents. Et en fait, c'est aussi tout simplement ce que je voyais autour de moi. Et en fait, je ne voyais tout simplement pas l'intérêt d'épargner pour épargner. Parce que on n'a qu'une vie. Alors, et du coup, ensuite, il dit ce qu'il faut retenir de ces 3 exemples et qui déterminera votre capacité à vous enrichir. Le plus important, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous arrivez à garder. Ou dit autrement, comment est-ce que vous utilisez votre argent. Voilà.
Alors dans le livre, il partage aussi, je vais moins rentrer dans les détails, mais globalement, il partage quels sont les 3 leviers d'enrichissement, selon lui. Alors, donc les 3 leviers, je te les donne tout de suite, c'est l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat. Il va beaucoup appuyer sur l'immobilier parce que lui-même, alors il a fait et il fait encore, je crois, beaucoup d'immobilier dans sa vie, et il vend également des formations en immobilier. Du coup, moi, à l'époque, ce que je m'étais dit, alors la bourse, après, il fait quelques petites parenthèses dessus, et l'entrepreneuriat aussi, mais je me rappelle que dans le livre, il dit quelque chose comme, même si l'entrepreneuriat, c'est le plus complexe des 3, c'est aussi celui qui apporte le plus de satisfaction. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur depuis maintenant presque 10 ans, donc c'est la voie que j'ai choisie. Mais à l'époque, après la lecture de ce livre, j'avais fortement envie de changer les choses parce que je me disais, là, quelqu'un dans le bouquin est en train de m'apprendre des choses sur l'argent que je vais concrètement pouvoir utiliser. Mais surtout, j'avais Yannick à côté de moi qui était la preuve vivante qu'on pouvait ne pas être salarié et quand même non seulement bien gagner sa vie, mais en plus décider quand on a envie de se lever le matin et ce qu'on va faire de ses journées. Et ça, moi, pour moi, c'était juste incroyable que ce soit possible. Alors aujourd'hui, je sais qu'en 2025, ce discours de deviens entrepreneur, travaille 17 heures par semaine et gagne 10 000 euros par mois, je sais que c'est un discours qui est beaucoup plus répandu. Mais pour moi, à l'époque, il y a 10 ans, personne ne faisait de l'entrepreneuriat, on était tous salariés. Et donc pour moi, Yannick, c'était ma référence. Et donc je me suis dit, si lui peut le faire, pourquoi est-ce que moi, j'y arriverai pas. Donc c'était un peu en quelque sorte ma porte de sortie, parce que clairement, je ne me voyais pas bosser dans le salariat toute ma vie. Et donc c'est lui qui m'a un peu ouvert la voie. Et ce que j'ai eu envie de faire à l'époque, c'était tout simplement, vu que Yannick faisait de l'immobilier et que ce gars-là, l'auteur du livre, faisait de l'immobilier, j'ai eu envie de faire de l'immobilier. Et donc en fait, j'ai commencé à rechercher des biens immobiliers en vente sur Le Bon Coin, sur Imo-Région, sur plein de sites web comme ça. Et puis vraiment à faire des calculs statistiques de prix de vente moyen au mètre carré par ville autour de chez moi, puisque j'ai un esprit, somme toute, quand même assez cartésien. Donc j'ai pris la voie, on va dire, technique statistique pour essayer de déceler les bonnes affaires autour de chez moi. Et donc quand je voyais qu'un bien était nettement en dessous du prix moyen au mètre carré, ce que je faisais, c'est tout simplement que j'allais faire une visite. Et je me suis quand même vite rendu compte que je ne savais pas, si mon ami Yannick ne venait pas avec moi sur les lieux, je ne savais absolument pas faire un calcul de rentabilité pour savoir, ok, même si cet appart est beaucoup moins cher que les autres appartes dans la région, ou en tout cas plus dans la ville, euh, je, je me disais, est-ce qu'il y a des travaux? Si oui, lesquels? À combien ça va me revenir? Une fois que l'appart sera en bon état, à combien est-ce que je vais pouvoir le vendre? Ou à combien est-ce que je vais pouvoir le louer? Bref, pour moi, c'était très difficile, surtout la partie travaux. Je savais absolument pas chiffrer des travaux. Et en plus, j'avoue que j'avais pas beaucoup de plaisir à faire tout ça, à trouver des biens, à faire des visites, à faire les négociations, tout ça. Moi, je m'éclatais pas là-dedans. Donc quelque part, là, à ce moment-là, je suis un peu descendu de mon nuage parce que là, Yannick venait de dépeindre devant moi une situation, un futur qui me faisait rêver. Je vais peut-être sortir du salariat et je vais peut-être faire autre chose et peut-être bosser moins et peut-être même gagner mieux ma vie. Et là, en fait, je me rendais compte qu'en fait, j'aimais pas non plus faire ça. Donc, Yannick, en venant voir un bien immobilier avec moi pour m'aider, déjà, il m'a dit que globalement, ce bien-là, finalement, il serait pas du tout rentable, alors que moi, clairement, je l'avais pas détecté. Mais ensuite, il m'a dit, j'ai été lui payer une petite pizza pour le remercier d'être venu avec moi. Et pendant ce repas, moi, j'étais assez dépité parce que je me disais, j'aime pas faire ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et c'est à ce moment-là que Yannick m'a dit, écoute, tu sais, il n'y a pas que l'immobilier, il y a d'autres choses. Peut-être que ton truc, c'est l'entrepreneuriat. Et quand il m'a dit ça, hop, le sourire est revenu et je me suis dit, c'est vrai, moi, mon truc, c'est peut-être l'entrepreneuriat et peut-être que je devrais faire quelque chose. Alors, à ce moment-là, moi, j'adorais les voitures. Donc, ce que je voulais faire, c'était faire de l'achat-vente de voitures. D'ailleurs, c'est aussi un truc que j'ai testé. Mais en fait, au fond, j'aimais tellement la photo à cette époque-là que je me suis dit, non, en fait, c'est pas faire de l'achat-vente de voitures que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est de la photo. Et voilà, si jamais tu me suis sur ma chaîne photo, tu sais que, voilà, ensuite, c'est ça qui a fonctionné pour moi. Je vais quand même te partager le passage du livre qui m'a vraiment mis une énorme claque dans la tête.
Ce passage, donc c'est quand Olivier Seban, l'auteur, parle des stratégies de dépenses. Donc en gros, il donne quelques conseils pour dépenser mieux. Alors, je te lis le passage. Tout d'abord, au lieu d'acheter lorsque l'occasion se présente, planifiez vos achats. Alors, ce qui veut dire par là, c'est tout simplement que quand tu vas par exemple dans un magasin, au lieu de voir que y a 25 centimes sur les paquets de chips si tu en prends 7, en fait, c'est tout simplement de faire ta liste de courses et de te tenir à ta liste de courses. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal à faire ça. Moi, c'est pas mon cas. Depuis que j'ai lu ce livre-là, c'est un réflexe que j'ai pris. Voilà, je fais ma liste de courses à froid, sans avoir faim, et je me balade pas dans les rayons pendant 150 ans pour acheter n'importe quoi. Deuxième suggestion que j'utilise très régulièrement, lorsque vous savez ou croyez savoir ce dont vous avez besoin, achetez-le au dernier moment et jamais avant qu'il ne devienne nécessaire. À moins que vous ne soyez un acheteur compulsif, si le désir persiste, il est fort probable que vous en ayez vraiment besoin. Ça, c'est clairement un truc qui a été game changer pour moi. C'est que étant un enfant qui a grandi dans la société de consommation, j'aurais aimé que non, mais voilà, j'ai grandi dans la société de consommation. Et en plus, j'ai grandi dans une famille quand même avec, alors pas chez les bourgeois, mais quand même avec des moyens financiers qui étaient corrects. Donc voilà, j'ai jamais vraiment manqué de rien. J'ai toujours vu les gens autour de moi, que ce soit mes amis ou ma famille, ne jamais trop forcément se priver de rien. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé à l'âge adulte avec un salaire, moi aussi, quand il y avait quelque chose, un gadget technologique qui me faisait envie, en fait, je me posais pas la question pendant 150 ans et j'allais tout simplement l'acheter. Le truc, c'est que voilà, j'ai mis en place ce conseil, c'est que si mon envie dure pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est probablement que j'ai vraiment besoin de ce truc. Et je peux faire le parallèle avec mon activité photo, puisque je vois bien qu'il y a plein de gens qui achètent un nouvel appareil photo, une nouvelle caméra ou un nouvel objectif, alors que la qualité de leurs photos ou de leurs vidéos, la qualité de leurs œuvres, leur production, elle ne change pas. C'est généralement dû au fait que tu as l'impression d'être à un espèce de palier, de plafond de verre que tu as envie de péter parce que tu as envie que tes photos ou tes vidéos soient un petit peu meilleures. Et du coup, euh, la première réponse, la réponse primaire que nous, les êtres humains, on a, c'est j'ai sûrement pas le bon matos. Donc on va upgrader notre caméra, upgrader notre appareil photo et espérer qu'on fera de meilleures productions avec ça. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, si tu te poses la question toi aussi de t'acheter un truc, garde ton argent pendant quelques semaines ou quelques mois, et si c'est vraiment dans ta tête tous les jours pendant 3 mois, c'est peut-être qu'il faut l'acheter. En tout cas, j'ai évité pas mal de dépenses en appliquant ce conseil. Et après, évidemment, si j'ai besoin de, par exemple, mon ancien téléphone, je l'ai gardé de 2017 ou 2018 jusqu'à là, il y a le mois dernier. Donc en gros, je l'ai gardé pendant 7-8 ans. Évidemment que pendant 7-8 ans, j'ai eu envie de m'acheter un nouvel iPhone. En plus, évidemment, c'est un plaisir de recevoir un objet comme ça. Mais je me suis retenu et donc j'ai quand même réussi à tirer mon iPhone 10 pendant 7 ou 8 ans. Et j'en suis très content. Et au final, ça m'a même aidé puisque un téléphone lent, c'est un téléphone sur lequel tu as moins envie d'aller. Donc j'allais moins sur les réseaux sociaux. Alors ensuite, il parle de la quatrième suggestion et je te donnerai la troisième tout à la fin parce que c'est celle qui m'a mis une grande claque dans ma gueule. Quatrième suggestion, passez en revue au moins une fois par an tout ce que vous payez comme contrat d'assurance, abonnement, etc. Et regardez si vous ne pouvez pas payer moins cher simplement en faisant jouer la concurrence ou en supprimant ce que vous continuez à payer d'année en année et que vous n'utilisez plus. Ça, c'est pareil, c'est un conseil que je mets en place tous les 2 ans. Je fais un peu les comptes de qu'est-ce que je paye, les Netflix, les Amazon Prime, les je sais pas quoi. Si je m'en sers plus, je m'interdis d'avoir la flemme. Si je m'en sers plus, je résilie. Voilà, il y a pas de négociation possible. Et tous les 2 ans, tu vois, je vais envoyer un mail à mon assurance en disant tout simplement, alors je vais refaire un petit devis, tu sais, c'est facile en plus maintenant, dans Google, tu tapes devis, assurance voiture, etc. Tu fais ton petit devis et ensuite, tu dis tout simplement à ton assureur, voilà, moi j'ai fait des devis à droite, à gauche, on me propose ça, est-ce que vous vous alignez ou qu'est-ce que vous faites, tout simplement. Et ça marche, hein, ça marche. Il y a 2 ans, la dernière fois que je l'ai fait, non, il y a 1 an et demi, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai économisé 350 euros dans l'année. Donc le fait de réduire du coup de je sais plus combien,
disons de 10 euros, non sûrement, ça m'a fait gagner un truc du style 30 euros par mois, enfin vraiment un truc énorme quoi. Vraiment un truc énorme. Enfin bref, donc voilà, surtout n'hésite pas à revoir tes abonnements. Dernier conseil, ne cédez pas aux sirènes des vendeurs. Il n'y a aucune raison que vous payiez plus cher un produit pour la simple raison que le vendeur est plus habile que celui du magasin d'à côté. Les vendeurs font leur travail de commerciaux, faites votre travail de consommateur. Je pense que ce genre de conseil, c'est ce qui a éveillé chez moi ma forte méfiance du marketing et du commerce. Euh, C'est-à-dire que j'adore remettre en question, quand je regarde des pubs, quand je vois un vendeur qui vient s'adresser à moi, j'analyse toutes ces petites techniques marketing, de persuasion ou de psychologie. C'est un truc que j'adore faire. Voilà, et j'adore essayer de contrer ça. Voilà, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Et en fait, le marketing et le commerce, en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste que certaines personnes, c'est comme tout, hein. Est-ce que le nucléaire, c'est mauvais? Il peut nous amener l'électricité à l'intérieur, mais il peut également nous amener la bombe atomique. Donc c'est juste l'utilisation qu'on en fait. Le marketing et le commerce, c'est pas quelque chose qui sont foncièrement mauvais. C'est juste que certaines personnes les utilisent entre guillemets à mauvais escient pour manipuler les gens, et c'est ce côté-là que j'aime pas. Bref, et donc la dernière suggestion, qui était en fait la troisième suggestion, pour dépenser intelligemment, lorsque vous remplacez un ordinateur, une voiture ou n'importe quoi d'autre, et que l'objet est toujours en état de fonctionner, promettez-vous de ne pas remplacer... Non, pardon. Promettez-vous ne pas... bon, désolé, j'ai un peu fourché. Je vais la refaire, même si c'est écrit un petit peu faux là, mais je vais le refaire bien. Promettez-vous de ne pas acheter le remplaçant tant que vous n'aurez pas cédé l'ancien. Vous bénéficierez ainsi d'une rentrée supplémentaire pour financer votre nouvel achat, tout en évitant d'avoir à brader l'objet en question lorsque vous en aurez assez de le voir ou de vous retrouver avec 2 voitures dans votre garage. Alors pourquoi? C'est là que j'ai pris une grosse claque, puisque je me rappelle très bien que j'ai été dans mon lit chez mon père à l'époque où j'ai lu ces putains de lignes, mais en fait j'avais 2 voitures dans mon garage. Donc j'étais exactement dans la situation qu'il était en train de dépeindre. Donc depuis le début du livre, moi en fait, comment je me sentais quand je lisais ce bouquin, je me sentais vraiment comme le dindon de la farce. En fait, je me sentais comme comment dire, le pigeon de la société de consommation. Sauf que moi, on m'avait jamais appris comment fonctionnait l'argent, comment fonctionnaient les banques, les crédits à la consommation. On m'avait jamais parlé d'épargne, tu vois. Donc, j'avais une éducation financière qui était proche de zéro. À part que j'étais quand même assez bon en maths, mais c'est pas pour ça que je savais gérer mon argent, tu vois. Et donc, en lisant ce truc-là, moi, j'avais 2 voitures dans le garage à ce moment-là. Je sais que ça fait très gosse de riche de dire ça, et je suis désolé. Mais voilà, c'est tout. C'est le Chris qui avait 22-23 ans, il était comme ça, et voilà, c'est tout. Et je sais que les semaines qui ont suivi, en fait, parce que en fait, j'avais 2 voitures, pas pour le plaisir. Moi, ce que j'avais mon ancienne voiture et ma nouvelle voiture. Et en fait, je n'avais pas réussi à attendre de vendre mon ancienne voiture pour pouvoir me racheter la nouvelle. J'avais craqué, j'avais fait un 2e crédit à la consommation, j'avais acheté ma nouvelle voiture tout en ayant encore l'ancienne. Ce qui fait que par la suite, même après avoir lu ce bouquin, je suis quand même tombé dans le piège. Par la suite, mon ancienne voiture, je devais toujours la vendre. Et en fait, j'ai fini par la brader 2-3 000 euros de moins que ce qu'elle valait, tout simplement parce que j'en pouvais plus d'avoir 2 voitures dans mon garage, qu'il y en ait une qui sert à rien et que je fasse courir 2 assurances, parce que je payais les assurances des 2 voitures. Donc voilà, donc j'ai complètement fait cette erreur. Et donc quand j'ai lu ce passage du livre, ça a mis vraiment une grande claque. Donc voilà, ça c'était le livre numéro 1. Alors le 2e livre qui a changé ma vie, c'est le livre qui s'intitule Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un livre de 1936, je crois, donc qui date un peu, mais qui est toujours plein de vérité, même pour le monde d'aujourd'hui. Le vrai nom de ce livre, c'est How to Win Friends and Influence People. Donc comment se faire des amis et influencer les gens. Le truc, c'est que ce terme de influencer les gens, il est très péjoratif en France. Et donc, ils ont jugé bon de plutôt l'appeler simplement Comment se faire des amis chez nous. Donc, pour le contexte, eh bien, c'est également Yannick qui m'a aussi conseillé mon livre numéro 1. Tout le monde mérite d'être riche, c'est lui qui m'avait déjà conseillé ce livre à l'époque. Et c'est également lui qui m'a conseillé
comment se faire des amis. Alors je ne sais plus exactement pour quelle raison, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est pas très important. En tout cas, ce que je peux te partager, pardon, c'est ce que j'en ai retenu et notamment peut-être te partager quelques passages qui m'ont marqué et puis je vais réagir un petit peu à ces passages comme j'ai fait pour le livre d'avant, bien évidemment. Je peux peut-être te donner un petit peu de contexte. En gros, comment se faire des amis, c'est un peu un livre sur les relations humaines, donc les relations aux autres, comment se comporter, comment obtenir le meilleur des gens, comment euh, plaire aux autres. C'est pas un terme qu'utiliserait l'auteur, mais voilà, c'est pour te donner un petit peu une dynamique globale du livre. Bref, tu sais quoi, je vais te lire des passages, ce sera beaucoup plus clair. Quand j'étais jeune, j'étais fort prétentieux et je m'efforçais d'impressionner tout le monde. Un jour, j'adressai une lettre stupide à Richard Davis, écrivain qui eut son temps de célébrité dans la littérature américaine. Je préparais un article sur les méthodes de travail des hommes de lettres et je priais Davis pour me renseigner sur les siennes. Donc en gros, Dale Carnegie, l'auteur du livre, il veut connaître les techniques d'écriture de Davis. Et donc il lui écrit une lettre. Malheureusement pour l'auteur, quelques semaines plus tôt, j'avais reçu une lettre d'une personne qui avait ajouté cette annotation, dictée mais non relue. Voilà, puisque j'imagine qu'à l'époque, quelqu'un pouvait dicter à voix haute pour quelqu'un qui écrivait. Et voilà, il avait dit dicté mais non relu, comme si voilà, il n'avait pas relu le truc qui avait été dicté. Cette formule m'avait plu. Voilà qui vous donnait l'air d'un personnage important, accablé de besogne. Pour moi, j'étais bien loin d'être aussi occupé, mais je désirais tant me grandir aux yeux de Richard Davis que je terminais aussi ma brève note par les mots dicté mais non relu. Voilà, pour faire un peu le bonhomme qui est un peu occupé, quoi. Le romancier ne répondit jamais à ma lettre. Il me la retourna simplement ornée de cette observation. Votre grossièreté n'a d'égal que votre stupidité. C'est vrai, j'avais fait une gaffe. J'avais sans doute mérité cet affront. Mais c'est humain, et je détestais Davis pour l'humiliation qu'il m'avait infligée. Et ma rancune demeura si vive que, lorsque j'appris sa mort 10 ans plus tard, le seul souvenir qui se réveilla dans mon esprit, j'ai honte de l'avouer, ce fut le mal qu'il m'avait fait. Si vous voulez demain faire naître des rancunes qui brûleront pendant des lustres et persisteront peut-être jusqu'à la mort, adressez à ceux qui vous entourent quelques cinglantes critiques. Vous verrez le résultat, même si ces critiques sont parfaitement justifiées à vos yeux. Quand vous vous adressez à un homme, rappelez-vous que vous ne parlez pas à un être logique, vous parlez à un être d'émotion, à une créature tout hérissée de prévention, mue par son orgueil et par son amour-propre. Benjamin Franklin, brutal et maladroit dans sa jeunesse, devint par la suite un si fin psychologue. Il apprit si bien l'art d'influencer les hommes qu'il fut nommé ambassadeur des États-Unis en France. Le secret de son succès, le voici. Je ne veux critiquer personne, je veux dire tout le bien que je sais de chacun. Le premier imbécile venu est capable de critiquer, de condamner et de se plaindre, mais il faut de la noblesse et de la maîtrise de soi pour comprendre et pour pardonner. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire de ce passage, je pense, mais globalement, je pense que ce que tu as compris, c'est que c'est difficile de critiquer, il ne faut pas critiquer. Alors, parfois je critique, hein, j'avoue, je suis pas exemplaire. Et même moi, la grande question que je me pose dans mon métier, c'est comme je suis aujourd'hui formateur en photographie, parfois j'ai besoin d'aider les gens et donc de leur adresser des critiques. Ce que je vais faire souvent, c'est que je vais faire la technique du sandwich. C'est que, peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est que d'abord je vais commencer par dire des choses positives. Si par exemple je dois critiquer une photo, analyser une photo pour dire ce qui pourrait être amélioré, je commence par donner quelque chose de positif, ensuite je donne ma critique et ensuite je termine avec quelque chose de positif. Ça passe toujours mieux. Voilà. Moi, je voudrais pas être non plus celui qui ne critique rien, surtout que c'est dans le but que les gens s'améliorent. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on critique de manière beaucoup trop facile et rapide, sans trop se poser de questions, et simplement parce que ça nous fait du bien de s'extérioriser, de tout balancer sur notre interlocuteur ou sur quelqu'un d'autre. Je vais te lire un autre passage. Je considère, disait Schwab, donc quelqu'un avec qui il a une conversation, mon pouvoir d'éveiller l'enthousiasme chez les hommes comme mon capital le plus précieux. C'est en encourageant l'individu qu'on révèle et qu'on développe ses meilleurs dons. Rien ne tue davantage l'ambition d'une personne que les critiques de ses supérieurs. Je ne réprimande jamais personne,
Je crois qu'il vaut mieux stimuler, donner aux êtres un idéal à atteindre. C'est pourquoi je suis toujours prêt à louer, dans le sens de faire des louanges, et je déteste gronder. Si je trouve une chose bien faite, j'approuve sincèrement et je prodigue des compliments. Voilà ce que faisait Schwab. Or, que faisons-nous habituellement ? Exactement le contraire. Quand une chose nous déplaît, nous crions et nous tempêtons. Mais, quand nous sommes satisfaits, nous ne disons mot. On voit toujours les qualités de loin et les défauts de près. C'est aussi quelque chose que je remarque énormément, et même chez moi, c'est très humain de voir tout de suite les problèmes et les blocages et ce qui ne va pas, et c'est beaucoup moins évident de voir ce qui va bien, parce que souvent on se dit, moi j'ai payé pour ça, donc c'est normal que ça aille bien. C'est vrai, c'est peut-être normal, mais dire un petit mot, complimenter parce que c'est bien fait, ça égayera forcément la journée de la personne qui est en face de toi. Et tu sais quoi, ça va même te revenir dessus. Puisque voir le sourire de la personne s'allumer, et ses yeux également, ça va forcément te retomber directement ou indirectement dessus. Donc voilà, je te conseille de faire ça. Technique que j'applique aussi. Technique, pas technique d'influence, mais simplement technique pour vivre mieux. Je te lis un autre passage. Je sais bien que certains lecteurs diront, en lisant ces lignes, ah oui, la pommade, les coups d'encensoir, la flatterie quoi. J'ai déjà essayé, ça prend pas avec les gens intelligents. Évidemment, une flatterie grossière ne trompera pas des êtres fins. Elle est creuse, fausse et intéressée. Il est normal qu'elle soit repoussée, et elle l'est généralement. En fin de compte, la flatterie fait plus de tort que de bien à son auteur. Elle n'est qu'une comédie, tandis que l'éloge spontané vient du cœur. Non, 100 fois non. Je ne propose pas la flatterie. Je veux parler de toute autre chose, d'une nouvelle attitude mentale, d'une nouvelle manière de vivre. Laissez-moi répéter cela, je veux parler d'une nouvelle manière de vivre. S'il suffisait de flatter, la chose serait facile et nous deviendrions tous de merveilleux diplomates. Au lieu de nous concentrer sur nous-mêmes, efforçons-nous de voir les qualités de notre interlocuteur. Nous pourrons alors lui exprimer notre admiration sincère, sans avoir recours à des compliments forcés et qui sonnent faux. Rendre justice au mérite des autres est une qualité que nous négligeons de développer dans la vie de tous les jours. Pour une raison ou pour une autre, nous ne pensons pas toujours à féliciter nos enfants lorsqu'ils rapportent à la maison un bon carnet de notes ou lorsqu'ils ont réussi leur premier gâteau ou leur première maquette. Les enfants adorent quand leurs parents s'intéressent à ce qu'ils font et applaudissent leur succès. Et les adultes aussi. Alors la prochaine fois que vous dégusterez d'excellents riz de veau dans un restaurant, n'oubliez pas de complimenter le chef pour ses talents. Et si une vendeuse fait preuve envers vous d'une amabilité exceptionnelle, montrez-lui que vous appréciez sa courtoisie. Allez, j'en profite tout de suite pour te partager, ça a appuyé le point qu'on a déjà développé avant, donc voilà, je continue pour te partager un petit extrait. Cette mémoire prodigieuse, sachez-le bien, contribua fortement à installer Franklin Roosevelt dans le fauteuil présidentiel, car Jim Farley était son agent électoral. Et donc là, on parle de Jim Farley, l'agent électoral de Franklin Roosevelt, président des États-Unis. Au début, sa méthode était très simple. Chaque fois qu'il rencontrait une nouvelle personne, il cherchait ses noms et prénoms avec leur orthographe exacte. Il se renseignait sur sa famille, sa profession et ses opinions politiques. Il gravait soigneusement tous ces détails dans son esprit. Et quand il revoyait cette personne, même un an plus tard, il était capable de la saluer et de lui demander des nouvelles de sa famille. Pas étonnant qu'il ait été si populaire. Jim Farley savait que chacun préfère son nom à tous les autres noms de la Terre. Souvenez-vous de ce nom, prononcez-le correctement, et vous faites à son propriétaire un compliment subtil et apprécié. Mais si vous l'oubliez, si vous l'orthographiez mal, vous indisposez votre interlocuteur ou votre destinataire. Voilà. Il y a tout un passage du livre. Alors globalement, il y a plein d'exemples dans le livre. Moi, je t'en choisis à chaque fois quelques-uns comme ça. Mais là, globalement, c'est l'idée de retenir les prénoms. Je sais, pour certaines personnes, c'est chiant, c'est difficile. Certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas, peu importe. Moi, je sais que de base, j'étais pas spécialement bon. Retenir des chiffres, c'était facile pour moi, mais retenir des prénoms, c'était pas spécialement facile pour moi. Mais en fait, après avoir lu ce bouquin, j'ai beaucoup plus fait attention aux prénoms des gens. Et souvent, quand quelqu'un, par exemple, me dit Salut, moi je m'appelle Virginie », eh ben, je fais le lien avec une Virginie que je connais. Et ça m'aide à retenir le prénom. Et j'ai également remarqué
que ça marche, hein, tout simplement. Surtout s'il y a une personne, tu lui as pas parlé depuis 3 ans, elle ne se rappelle pas de ton prénom et toi tu te rappelles du sien, c'est toujours très flatteur et on se sent tout de suite très privilégié. Voilà, bon, c'est quelque chose que j'essaie de m'appliquer, évidemment, je ne peux pas retenir tous les prénoms, mais voilà, et si quelqu'un ne retient pas mon prénom, personnellement, je ne lui en veux pas. Bref, en tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain, quand on pense de manière un peu rationnelle, quand on est dans des sphères un peu, voilà, on pense de manière un peu cartésienne, un peu scientifique, on a souvent l'impression que l'être humain, c'est un animal rationnel. En réalité, pour moi, je ne sais plus si c'est quelqu'un qui dit ça ou si ça sort de ma propre tête, mais il me semble que c'est quelqu'un qui disait ça. L'être humain est un animal émotionnel doté de rationalité. Ce n'est pas un animal rationnel. C'est juste qu'on a de la rationalité, mais au fond, on est rien d'autre que des animaux émotionnels, comme les autres animaux de la planète, hein, d'ailleurs. Allez, on passe au livre numéro 3, troisième livre qui a marqué ma vie, changé ma vie. C'est Le Monde sans fin de Jean Covici et Blin, un livre beaucoup plus connu, quoique Comment se faire des amis est très connu aussi, hein. Alors, pour te donner un peu de contexte, alors celui-là, c'est le seul que j'ai ici en version physique, puisque le premier, comme je te l'ai dit, je l'ai téléchargé légalement. Le deuxième, c'est Yannick, le fameux Yannick, dont j'ai beaucoup parlé un peu trop dans cet épisode, qui me l'a envoyé en PDF. Donc, c'était probablement illégal. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai lu. Et d'ailleurs, le livre Comment se faire des amis, dont on a parlé tout à l'heure, c'est un des seuls livres, je crois, que j'ai lu plusieurs fois dans ma vie. Parce que il est tellement plein de bon sens que je trouve que c'est... Et puis, tu vois, nous, en tant qu'être humain, on a tendance à se déconnecter de ces bons préceptes à mesure que notre mémoire s'efface. Tu vois, tu lis le livre, tu ressors de là, tu es quelqu'un de super positif, très dans le compliment avec les autres, pas dans le jugement, etc. Puis à mesure que les mois passent et les années passent, ton naturel d'être humain revient au galop. Et donc, une petite lecture de ce livre tous les ans, je pense que ça ferait pas de mal à la plupart des gens. Bref. Et donc Le Monde sans fin, c'est le seul livre physique que j'ai ici. Donc ce livre, en fait, c'est une BD. Tu sais quoi? Je vais essayer de te l'ouvrir tout en tenant le micro de la main gauche. Voilà, donc c'est une BD un peu comme ça. Voilà, désolé, hein, tu le verras à la verticale. Si jamais tu m'écoutes et que tu ne me vois pas, eh bien tu ne vois pas le livre. Et donc c'est une bande dessinée, mais c'est pas une fiction. D'ailleurs, comme tu l'as remarqué, les 3 livres que je te présente ici sont des livres de non-fiction, donc c'est des livres qui t'apprennent des choses. Voilà, moi je suis quelqu'un qui adore apprendre des choses. Et donc ce livre-là, alors qui me l'a conseillé? Eh bien, je ne sais plus. Mais c'est le livre le plus vendu en France en 2022. Donc c'est pour ça que tu l'as peut-être déjà vu, et en tout cas si jamais tu veux l'acheter, je sais il est dans à peu près toutes les librairies. Voilà, donc tu le trouveras facilement. En tout cas, je te le conseille chaudement, ainsi que les 2 autres, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de ce livre? Alors là, j'ai des millions et des millions de choses à te dire. Et donc, je me permets de rappuyer sur un point. Si jamais tu veux qu'on rentre en détail dans un de ces 3 livres, ou si tu veux qu'on rentre en détail dans un épisode de ce podcast sur une des thématiques que je vais aborder là, ou que j'ai déjà abordé dans un des deux autres livres, mais voilà. Ici, là, je vais te parler de la croissance, je vais te parler de l'énergie, et notamment du pétrole, je vais te parler du nucléaire, je vais te parler de la croissance du nombre d'êtres humains sur Terre, tu vois. Donc là, on arrive dans des sujets qui sont un peu deep aussi. Donc, si jamais tu veux un podcast sur une thématique en particulier, n'hésite pas à le dire. Moi, je te ferai ça avec plaisir. Bref, alors, ce que j'ai retenu de ce livre, plein de choses, mais notamment c'est l'idée que, d'ailleurs, page 125, je vais pouvoir t'illustrer un petit peu ça, mais en gros, aujourd'hui, dans le système économique actuel, ce qu'on vise, c'est la croissance. Voilà, je t'apprends rien normalement en disant ça. Si tu as déjà regardé un petit peu TF1, tu sais la plupart des pays de ce monde, on vise de la croissance. Et globalement, la croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est censé chaque année produire un peu plus que l'année précédente, mais également consommer un peu plus. Ça voudrait dire que d'année en année, donc aujourd'hui en 2025, on serait censé, si on veut viser en tant que pays, que nation, la croissance, on devrait viser
2% de production en plus. Donc les entreprises qui fabriquent des chaises, les entreprises qui fabriquent des barquettes en plastique, les carrefours, les machins, mais également les entreprises de services, donc qui vont proposer peut-être des photographies pour les entreprises, peut-être voilà, les entreprises de produits et de services qui produisent des choses devraient en théorie, si on veut viser en tant que nation la croissance de notre pays, on devrait tous viser le fait de produire un peu plus que ce qu'on a fait l'année dernière, mais aussi le fait de vendre cette production supplémentaire pour qu'ensemble, en tant que pays, on puisse générer de la croissance. Et donc, au final, générer de la croissance, à quoi ça sert ? Ça sert à augmenter notre niveau de vie. Et donc ça, c'est l'économie mondiale. Hein. Tout le monde, tous les pays veulent faire de la croissance. Le problème, et donc la limite à laquelle se heurte ce modèle de pensée, c'est que aujourd'hui, si tu veux créer un bien, et même si tu veux créer un service, mais voilà, c'est un débat, hein, enfin, c'est un peu plus technique de comprendre ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu imagines bien que si tu veux créer quelque chose, si tu veux créer un produit, il faut que tu prennes une matière première, et que cette matière première, généralement, tu la transformes. Tu vois, donc, parce que le plastique, c'est en partie du pétrole, mais c'est pas du pétrole brut. Tu vois, c'est du pétrole qui est passé par plein de transformations. Et ces transformations, elles nécessitent de l'énergie, qui, elle aussi, est en quelque sorte de la matière. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant que pays, y compris les pays voisins, on vise une croissance, entre guillemets, infinie, puisqu'on vise 1 ou 2% par an de croissance tous les ans jusqu'à, en théorie, la fin des temps. Donc, c'est-à-dire produire de plus en plus de biens, de produits, de 2% de produits en plus chaque année jusqu'à ad vitam aeternam. Sauf qu'en fait, pour créer ces produits physiques avec de la matière, il nous faut des matières premières et de l'énergie. Et en fait, aujourd'hui, sur la planète Terre, la matière première et l'énergie, elle n'est absolument pas infinie. Donc, comment pourrait-on viser une croissance infinie sur le long terme, alors même que les ressources de la planète sont finies, elles ont une fin. On n'a pas, tu vois, par exemple, on ne peut pas dire, moi, je vais faire des 10% de meubles en bois en plus chaque année. Si tu y arrives, c'est forcément que d'autres entreprises qui fabriquent des meubles en bois coulent. Puisque notre production de bois, on peut pas mettre des arbres partout sur la planète. Et même si on pouvait, au bout d'un moment, on serait limité à la taille de la planète, tout simplement. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai réalisées en lisant ce livre, c'est la contradiction entre ce truc de croissance qui a l'air si évident. Voilà, tout le monde parle de la croissance comme si c'était normal de faire de la croissance ad vitam aeternam, mais en fait, on se heurte rapidement aux lois de la physique qui nous disent tout simplement que la croissance infinie, ce n'est mathématiquement pas possible. Je vais juste lire ce petit passage et je te l'afficherai éventuellement dans la vidéo. J'espère que en termes de droit d'auteur, j'ai le droit de faire ça. Si je crois que c'est le droit de courte citation, donc en théorie, je vais pouvoir. Mais si jamais les auteurs du livre récupèrent la monétisation de ma vidéo, eh bien, ce sera avec plaisir. La sobriété et la pauvreté sont deux... Alors attends, je vérifie juste que c'est bien ça que je voulais te partager. Ouais, tout à fait. La sobriété et la pauvreté sont deux manières de consommer moins. La première est choisie, la seconde subie. L'approvisionnement fossile devant décliner, le temps se chargera de nous pousser vers la pauvreté. Voilà, donc en gros, c'est simplement 2-3 bulles ici. Alors le livre est beaucoup plus riche. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment, on sera obligé de rentrer en décroissance parce que la planète a des limites, tout simplement. Donc on sera, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, on sera obligé de subir la décroissance. Et donc en fait, on a deux manières de subir la décroissance, soit par la sobriété, c'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, on décide d'être plus sobre, donc de choisir volontairement de consommer moins de tout, de produits et de services, et donc en quelque sorte de perdre un petit peu de confort, soit de subir la décroissance, c'est-à-dire de fermer les yeux, de continuer notre vie comme si de rien n'était, voilà, de continuer de s'acheter le dernier iPhone, de partir pour 50 € à l'autre bout de l'Europe, etc., vraiment en fermant les yeux collectivement. Sauf qu'à un moment, la décroissance, quoi qu'il advienne, mathématiquement,
elle arrivera. Et donc, on sera contraint de la subir de plein fouet. C'est bien la différence entre la sobriété et la pauvreté qui sont globalement la même chose, sauf que un est choisi et l'autre est subi. Ce que je peux te partager aussi, c'est... Alors, ici, nous avons, page 42, un petit graphique que j'aime bien. Mais le tout dernier, alors je le garde pour la fin, bien évidemment. C'est chacun de ces livres, à un moment ou à un autre, m'a mis une grande claque dans la tête. Et donc, cette grande claque, je te la garde pour un peu plus loin. Voilà, donc ici, page 42. Pareil, je vais essayer de te l'afficher à l'écran, un droit de courte citation. C'est le nombre de... Donc, c'est un petit graphique qui nous montre l'évolution des années. Voilà, qui part de 1860, début de la révolution industrielle à peu près, jusqu'aux années où a été écrit le livre, donc 2020, donc tu vois, c'est très récent. Et en fait, on voit que globalement, alors on ne voit pas avant, mais globalement, on avait une... Donc c'est la consommation d'énergie par personne, tu vois, en kilowattheure par personne. Donc globalement, c'était assez stagnant, autour de 5000 kilowattheures par personne. Alors avant, je ne sais pas. Et qu'au début de la révolution industrielle, voilà, on a commencé à avoir d'autres choses que le bois et le charbon, et donc notamment le pétrole, le gaz et les énergies qui créent de l'électricité. Donc ça va être, tu vois, le nucléaire, l'éolien, le solaire, et puis donc l'hydroélectrique, c'est-à-dire les barrages. Mais globalement, les trois grandes qui viennent s'ajouter, c'est en gros pétrole, gaz et électricité. Voilà. Et donc tu vois bien que en fait, on consommait, en termes d'énergie pure, on consommait 5000 kWh par personne, alors qu'aujourd'hui, on consomme 25 000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque être humain sur la planète consomme 5 fois plus d'énergie que nos ancêtres, que moi, mon arrière-grand-père. Je consomme 5 fois plus d'énergie que lui. Donc je peux te lire rapidement. Le gaz n'a remplacé aucune énergie, il s'ajoute aux autres. Et le nucléaire, même histoire. Et donc ce truc-là, ça me fait extrêmement penser... Attends, je lis juste la suite pour être sûr qu'on rate rien. Et là arrive le truc dont tout le monde parle, les énergies renouvelables. Tous s'excitent à mort dessus, les journalistes, donc les politiques. Voilà. Donc tu vois qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, ça représente une toute petite fraction de l'énergie totale que consomment les citoyens de ce monde. Et ce que je voulais te parler, c'est... parce que... Alors, pourquoi je veux te parler de ce truc-là ? Le paradoxe de Jevons. Je crois qu'on dit comme ça. Le paradoxe de Jevons, paradoxe de Gévon, je ne sais pas exactement. Mais c'est qu'en gros, beaucoup de gens pensent que on va résoudre nos problèmes en tant qu'humanité, on va les résoudre avec les solutions technologiques. Tu vois, ouais, mais à un moment, il y a un ingénieur, il va arriver et il va trouver une solution innovante pour que il va créer l'avion à hydrogène, donc ça va plus rien consommer, il y aura plus de rejet de CO2 dans l'atmosphère et on va pouvoir continuer à aller faire nos vacances à New York. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça à cause... une des raisons, c'est à cause du paradoxe de Gévon ou de Jevon. Et je vais te lire ce que c'est. Quand on améliore l'efficacité énergétique d'une technologie, par exemple une voiture qui consomme moins ou une ampoule à LED et donc qui consomme moins, on s'attend logiquement à ce que la consommation globale d'énergie baisse. C'est ça. En fait, on se dit, voilà, aujourd'hui, alors ChatGPT, on sait que faire une requête sur ChatGPT, globalement, ça coûte à peu près 10 fois plus en termes d'énergie que de faire une requête sur Google. Mais on se dit, ouais, mais ça, voilà, ils vont trouver des mécanismes pour rendre ça beaucoup moins énergivore, donc plus efficace en énergie. Sauf qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en réalité, comme ça coûte moins cher à l'usage, les gens ont tendance à en consommer plus. Voilà, globalement, c'est ce qui se passe. C'est que si on rend une technologie 30% moins gourmande, eh ben, les gens ont tout simplement tendance à l'utiliser 30% de plus. Ce qui veut dire également, par exemple, sur le prix de l'essence. Alors, le prix de l'essence ne fait que monter, mais... non, en vérité, c'est faux, puisque j'ai fait le plein ce matin, et l'essence était moins chère que le mois dernier. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que même si à l'échelle individuelle et sans faire des calculs, on a vraiment ce truc, nous, les êtres humains, de « je ressens que ». Mais si tu faisais un tableau Excel et que tu suivais un peu ta consommation, tu verrais que c'est pas le cas. Mais globalement, ça veut dire que
en tant que société, donc pas les êtres humains pris individuellement, mais vraiment nous tous ensemble, si on réduit le prix de l'essence de 30%, et ben globalement, on va rouler 30% de plus parce qu'on va se sentir moins serré au portefeuille, d'aller 30% plus loin en vacances, par exemple, ou de rentrer chez nous en ayant oublié le pain de mie au Carrefour et de faire un deuxième aller-retour alors qu'on l'aurait peut-être pas fait si l'essence coûtait 30% de plus. Bref, tout ça mis dans la calculette, on se rend compte que quand on arrive à trouver des solutions technologiques pour consommer moins, et ben en fait, on en consomme tout simplement plus, de manière générale. Également, alors, je peux poser le livre puisque je vais plus forcément illustrer avec ça. C'est que un des trucs que j'ai appris dans le livre, c'est que en fait, le pétrole, pourquoi le pétrole il s'est vraiment imposé partout, c'est alors, pour deux raisons de ce que je me souviens, c'est que, c'est vachement transportable, parce que transporter du gaz, c'est plus compliqué, transporter du charbon, visiblement, c'est plus compliqué. Mais transporter du pétrole, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on peut le transporter d'une manière liquide. Donc, c'est une énergie qui est facile à transporter, ça peut aller sur des bateaux facilement. Et surtout, c'est l'efficience du pétrole, c'est-à-dire que dans un faible volume, tu vois, dans un centimètre cube de pétrole, on a vraiment une quantité d'énergie exploitable qui est énorme. Et en fait, pour contrer, alors j'ai pas retrouvé la page du livre, mais je sais qu'il fait une belle comparaison. En gros, tu vois, si on avait vraiment 1 centimètre sur 1 centimètre sur 1 centimètre de pétrole, tu peux produire énormément d'énergie avec ce petit centimètre cube de pétrole. Et pour avoir l'équivalent en éolien de ça, je ne sais plus combien d'éoliennes il faut et il faut les faire fonctionner pendant combien de temps, mais l'ordre de grandeur fait assez mal au crâne, quoi. Tu vois. Donc en fait, c'est une énergie qui est très facilement transportable, mais qui en plus est très 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 efficace énergétique. Des tout petits volumes de pétrole, c'est des immenses quantités d'énergie tout de suite, quoi. Petite info aussi, alors je sais pas si elle est dans le, je crois qu'elle est dans le livre, mais c'est que nous subissons, nous les Européens, on n'a pas vraiment de pétrole chez nous, de ce que j'ai compris, puisque le pétrole, alors il y a les Américains qui ont pas mal de pétrole, mais après je sais plus exactement quel autre pays a beaucoup de pétrole, mais nous en tout cas en Europe, on n'a pas forcément beaucoup de pétrole. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit tout simplement l'importer, donc on doit l'acheter à d'autres pays. Et globalement, ce qui se passe, c'est que moins on a quelque chose, donc moins on a par exemple de pétrole qui est disponible pour la planète, pour la plupart des pays, plus celui qui possède le pétrole, donc admettons les Américains, donc peut-être que la France achète du pétrole aux Américains, ou parfois à d'autres pays, aux Émirats, ou peu importe. Le truc, c'est que moins il y a de pétrole disponible pour tout le monde, plus d'abord un pays il va fournir sa population, il va fournir du pétrole à sa population, et ensuite le surplus, il va le vendre au plus offrant. Et c'est logique, hein. Si le Japon paye plus cher le litre de pétrole, le baril de pétrole que la France, les États-Unis vont vendre au Japon et pas à la France, hein, tout simplement. Voilà. Et donc nous, en Europe, depuis 2007, notre consommation, nos importations de pétrole baissent. Ce qui veut dire que ce que Jean Covici appelle le pic du pétrole, c'est-à-dire qu'on avait de plus en plus de pétrole en Europe, et à partir de 2007, depuis 2007, on a de moins en moins de pétrole en Europe. Voilà, donc on subit déjà une décrue énergétique, pas par sobriété, mais par contrainte. Voilà, donc on n'a juste simplement pas le choix, puisque nous, on n'a pas de pétrole en France. Jean Covici c'est l'ingénieur qui est derrière toutes ces recherches et tous ces chiffres, et Christophe Blain, c'est le dessinateur. Et Jean Covici nous parle également beaucoup de nucléaire. Alors moi, quand j'ai commencé le bouquin, je savais pas trop quoi penser du nucléaire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. En gros, voilà, je te spoil pas, mais en fait, si tu regardes cet épisode, c'est que tu veux quand même te faire un petit peu spoiler. C'est que globalement, il explique que le nucléaire, c'est une des énergies les plus vertes aujourd'hui qui existent. Alors certes, évidemment, on sait tous que le nucléaire comporte certains risques, qui, quand tu lis le livre, tu te rends compte qu'ils sont quand même relativement maîtrisables. Alors que par exemple, quand on pense au charbon, on pense que le charbon est beaucoup moins, on va dire, le charbon fait beaucoup moins peur que le nucléaire, alors que le charbon tue beaucoup plus que le nucléaire. Mais je te laisse lire le livre si tu veux vraiment tous les détails et tous les chiffres. Mais voilà, en gros, il explique que le nucléaire,
il pourrait fortement nous aider, surtout que nous, en France, on dispose quand même d'un parc nucléaire qui est assez intéressant, alors que voilà, c'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui ont un parc comme ça, si ce n'est aucun autre. Et en fait, le nucléaire, c'est une solution de court ou moyen terme, tout simplement parce que le nucléaire, ça, comme le pétrole, ça peut produire énormément d'énergie avec peu de matières premières. Et que tout simplement ça ne rejette pas de dioxyde de carbone, et c'est le gaz principal du réchauffement climatique aujourd'hui, du dérèglement climatique. Donc le nucléaire est une solution de court ou moyen terme qu'il faut sérieusement envisager. Et le dernier truc, voilà, c'est ce truc-là qui m'a mis une énorme claque dans la gueule, c'est page 49, donc je vais y aller tout de suite. Voilà, ça s'ouvre direct sur la bonne page, c'est parfait. Donc ici, tu as, hop, je vais te l'afficher à l'écran aussi, tu as la courbe d'évolution du nombre d'êtres humains sur Terre. Donc en abscisse, c'est-à-dire à l'horizontale, tu as des dates, donc ça commence à 10 000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire début de la sédentarisation, voilà, où on était 0,005 milliards d'humains, c'est-à-dire 5 millions d'humains. Ensuite, 5000 ans plus tard, en 5000 avant Jésus-Christ, alors je vois pas combien on est, mais on a l'air d'être peut-être 10 ou 15 millions d'humains, un truc comme ça. Ensuite, en l'an 1, on a l'air d'être un petit peu plus, peut-être 20 millions d'humains ou quelque chose comme ça. Voilà, une petite épidémie de peste noire. Et au bout d'un moment, au début de la révolution industrielle, nous étions donc 500 millions d'humains. Voilà. Donc quand même un petit peu plus, hein, ça avait bien augmenté, mais en même temps, ça a mis 11 000 ans, 12 000 ans, ouais, quasiment. Voilà, ça a mis 12 000 ans pour passer de 5 millions à 500 millions. Donc ça a mis 12 000 ans pour faire fois 100, 12 000 ans pour faire fois 100. Et donc là, simplement passer du début de la révolution industrielle, hein, donc aux alentours de 1800-1900, nous sommes passés de 0,5 milliard à 7,5 milliards. Donc on a multiplié la population par, j'arrive plus à calculer, 7,5 fois 2 par 15 en l'espace de 200 ans, ce qui nous donne ce magnifique graphique. Donc ça, c'est ce qui m'a mis une énorme claque dans la tête, parce que je me dis, quelle population d'animal sur cette planète, autre que les humains bien évidemment, les sangliers, les renards, tout ce que tu veux, quelle population d'animal on a laissé se développer comme ça? Dès qu'il y a le moindre sanglier en trop, et les chasseurs sont tout de suite là pour aller le dézinguer. Mais nous, êtres humains bien pépouses dans notre confort et dans nos iPhones et nos voitures de 450 chevaux, on se permet de se développer à une vitesse non pas exponentielle, puisque cette courbe n'est pas exponentielle, mais elle est hyperbolique. Donc moi, quand je vois ça, j'avoue que j'ai un peu pété un plomb. Je me suis dit, waouh, en fait, je pensais pas. Je pensais qu'on se développait de manière assez linéaire, mais en fait, pas du tout. Donc depuis le début de la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis le début de l'énergie abondante, on a vraiment pu se reproduire et baisser le taux de mortalité infantile, hein, ce qui est une bonne chose. On s'est vraiment développé d'une manière un peu comme un virus, hein, voilà. Petit hommage à Matrix. Je pourrais peut-être te passer le passage si je n'oublie pas de le faire pendant le montage. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Donc cette courbe, elle n'est pas exponentielle, elle est hyperbolique. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que non seulement on est beaucoup plus nombreux sur Terre,
mais chaque être humain pris individuellement consomme également beaucoup plus que ses ancêtres. C'est qu'à l'époque, là, avant le début de la courbe, on consommait, donc comme je te l'ai dit, en termes d'énergie pure, on consommait 5000 kWh par an, alors que nous, aujourd'hui, pris individuellement, on consomme 5 fois plus, 25 000. Donc non seulement on est beaucoup plus nombreux, hyperboliquement plus nombreux sur Terre, mais chaque personne consomme également 5 fois plus d'énergie que nos ancêtres. Ce qui fait que, voilà, en quelque sorte, j'ai envie de dire, nous allons droit dans le mur. Donc nous avons le choix entre la sobriété choisie ou la pauvreté subie. Bon, je voulais pas forcément finir cet épisode de podcast d'une manière aussi dramatique. Je te conseille de lire le livre, il y a plein de choses super intéressantes, y compris des solutions de ce qu'on devrait faire pour, entre guillemets, s'en sortir. Donc voilà, tout n'est pas noir et tout n'est pas à jeter, bien évidemment. Si jamais tu veux que je creuse le sujet, moi je le ferai avec plaisir, c'est un sujet que j'adore creuser. Donc voilà, je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet, j'ai aussi, voilà, même si j'ai d'autres choses à dire, je pense que ce premier épisode de podcast est bien assez costaud, que ce soit pour toi comme pour moi. Donc en tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre, alors je crois que les gens qui font des podcasts font comme ça, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle Apple Podcast, Spotify, Deezer, voilà, si tu peux mettre une note, si tu peux mettre un petit 5 étoiles, eh bien écoute ça avec plaisir. Si tu me regardes sur YouTube, tu peux mettre bien évidemment, pardon, je vais y arriver, j'ai beaucoup parlé, un pouce bleu et surtout un commentaire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'ouvrir le dialogue avec toi. Donc, mets-moi un petit commentaire. Est-ce que cet épisode t'a plu ? Est-ce que tu connaissais ces livres ? Est-ce que tu as des livres à nous recommander ? Très intéressant. Je peux, si vous êtes beaucoup à me recommander un livre en particulier, eh bien, je vais le lire avec plaisir et je pourrais peut-être même t'en faire un résumé. Voilà, le but, c'est pas de faire des résumés de livres, mais voilà. J'espère que ça t'a plu. Bon voyage en voiture si tu écoutes cet épisode dans ta voiture. Sinon, on se retrouve la prochaine fois. C'était Chris. Prends soin de toi.